Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 8 juillet 2023 et je suis de retour dans mon studio, de retour à la maison. Et aujourd'hui, on va faire comme d'habitude, même si j'ai un peu raté la semaine dernière, comme d'habitude, notre Swiss Bliss de la semaine, notre point de situation des marchés, histoire de voir, de comprendre, d'essayer de savoir où est-ce que l'on va aller la semaine prochaine et les semaines d'après également. Et on commence tout de suite. Alors le point de situation de cette semaine était encore une fois axé énormément sur la problématique des banques centrales. Et bien entendu, on en a beaucoup parlé, on a une semaine tronquée, il faut le retenir, hein. Les Américains n'étaient pas vraiment là lundi, n'étaient pas là du tout mardi, ont mis du temps à revenir mercredi. On a dû digérer les minutes du FOMC meeting qui sont sorties mercredi soir. Et puis ensuite, on a commencé à se prendre la tête avec une autre thématique, l'emploi. Alors évidemment, les avis sont partagés par rapport à ce qui est sorti au niveau de l'emploi, puisqu'on a eu jeudi des très bons chiffres, nettement au-dessus des attentes au niveau de l'emploi ADP. Et comme je le disais dans le Morning Bull de vendredi, d'habitude, on s'en fout complètement. Mais là, tout d'un coup, c'était la préoccupation du moment. Est-ce que l'emploi n'est pas trop fort? Est-ce que finalement, la Fed va avoir un problème par rapport à ce fait que l'emploi est trop fort par rapport à l'inflation qui ne baisse pas assez vite? Bref, plein de questions, ce qui a généré, on va dire, la baisse de la semaine, l'axe principal qui a fait que les marchés ont baissé cette semaine. Et finalement, eh bien, vendredi, on a eu les non-farm payrolls. Alors, les non-farm payrolls montraient une légère baisse au niveau des chiffres du chômage et puis surtout, eh bien, des chiffres de l'emploi qui n'avaient rien à voir avec les chiffres de l'emploi de jeudi, puisqu'on attendait 225 000 créations d'emplois vendredi et c'est sorti plus ou moins en ligne, enfin légèrement en dessous encore, puisque je crois qu'on est à 209 000 créations d'emplois. Bref, du coup, on se pose plein de questions, puisque jeudi, on se disait « Ouh là là, c'est trop fort !» Et vendredi, on se dit « Ouh là là, c'est pas si fort que ça, mais que se passe-t-il ?» Donc du coup, on a eu de la peine à terminer cette semaine d'une manière assez sereine, puisque vraiment là, on ne sait plus du tout où on en est. Il n'y a pas de honte à le dire, hein, on se pose des questions. On a vu en fin de semaine dernière que finalement l'inflation semblait gentiment aller en direction d'une réduction progressive pour aller à 2%, alors pas à toute vitesse bien sûr, c'était plutôt rassurant. On voyait qu'on allait dans cette direction, on voyait que ce que faisait la Fed fonctionnait. Jeudi, monstre doute, est-ce que ce que fait la Fed fonctionne réellement? Parce que oui, l'inflation réelle a l'air de diminuer un tout petit peu, mais si à côté de ça, vous avez une croissance des salaires, vous avez une croissance de l'emploi, eh bien ça veut dire que les gens vont gagner plus, donc consommer plus, donc aider à pousser cette inflation à la hausse, ce qui voudrait dire qu'on repousserait encore un petit peu plus loin l'hypothétique baisse des taux que l'on attend depuis des mois et que l'on espère depuis des mois. Alors je rappelle pour mémoire qu'on attendait une baisse des taux à la fin de l'année 2023, que finalement cette baisse des taux sera repoussée à 2024, que jeudi matin, on espérait une baisse des taux, on va dire, dans le premier semestre 2024, qu'avec les chiffres qui sont sortis maintenant, on attend carrément une baisse des taux, hypothétiquement, dans la deuxième partie de 2024. Et il y a quand même des voix à la Fed qui estiment que les taux élevés devraient rester là, en tout cas jusqu'en 2026. Bref, on n'est pas vraiment sorti de l'auberge, ce qui fait qu'on a une semaine tronquée, courte, avec peu de volume, et qu'à la fin, on ne sait toujours pas où on en est par rapport à ce qui va se passer ensuite, puisqu'on est vraiment dans le brouillard, on ne sait vraiment pas ce que la Fed va faire. Là aussi, on peut revenir en arrière, puisque M. Powell nous avait quand même dit que la Fed allait prendre des mesures, la Fed allait évaluer l'état de l'économie en fonction des chiffres qui sortiraient entre les deux meetings, celui de juin et celui de juillet. Celui de juillet est encore à une dizaine de jours de là, mais d'ici là, tous les chiffres qui vont sortir pourraient être utilisés afin de prendre une décision. Est-ce qu'on continue la pause ou est-ce qu'on monte les taux? Alors statistiquement, on est à plus de 90% de probabilité d'une nouvelle hausse de taux de 0,25% lors du meeting du mois de juillet. Mais par rapport à tous les chiffres qui peuvent encore sortir ces prochains temps, eh bien on sait que la Fed se pose toujours beaucoup de questions. Et si la Fed se pose beaucoup de questions, nous on s'en pose beaucoup aussi. Pour ce qui est de l'Europe, eh bien on se pose également beaucoup de questions, un peu moins parce qu'il est clair et net du côté de la Banque centrale qu'il n'y aura pas de changement. Ils vont continuer à monter les taux tant que l'inflation ne sera pas vaincue. En attendant, l'Europe semble être vraiment en récession, ça dure un petit peu, mais il faut d'abord lutter contre l'inflation, réussir à la faire baisser suffisamment, et ensuite on avisera pour trouver une solution pour essayer de redynamiser l'économie. Donc un peu plus clair en Europe, un peu plus interrogatif aux États-Unis, et puis pour l'instant, on n'en sait toujours pas plus, il va falloir continuer à regarder les choses progressivement. Donc cette semaine, performance pourrie,
Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le début de semestre était relativement compliqué. On n'aime pas trop. On sait que statistiquement, quand on a un bon semestre comme on a eu en premier semestre 2023, ça devrait se prolonger. On sait que la performance médiane après une très bonne période de 6 mois sur la première partie de l'année se prolonge en général la plupart du temps à 87 ou 89% du temps et que la performance médiane est autour de 12%. Donc on est plutôt optimiste. Néanmoins, ce début de semestre nous pose quelques petits problèmes de structure et de savoir si vraiment il y a encore possibilité de pousser en avant, sachant encore une fois que les plus négatifs viendront vous dire que finalement la performance qui a été faite sur le S&P 500 entre autres a été drivée par quelques titres et que le reste est plutôt quand même à la ramasse et que ça pose un problème global pour la performance des marchés parce qu'on ne peut pas se baser sur une dizaine de titres alors qu'il y en a encore 490 derrière qui rament pour essayer de s'en sortir. Maintenant, pour la suite, qu'est-ce qu'on va regarder? Eh bien, à partir de la semaine prochaine, on va commencer à parler résultats trimestriels. Ça va nous occuper un petit peu. Il y aura beaucoup de monde, bien évidemment. Ça va commencer progressivement avec les banques, comme d'habitude. Et puis ensuite, on attaquera avec les big names. Mais pour l'instant, la semaine prochaine, eh bien, on va commencer gentiment à parler résultats trimestriels. Et puis, on va aussi parler meeting de la Fed à venir, puisque ce sera un des gros points de ces 2 prochaines semaines. Que va faire la Fed? Alors on peut brasser de l'air tant qu'on veut, de toute façon on ne saura rien avant le meeting de la Fed. Entre deux, on devra encore avoir quelques chiffres économiques qui pourraient nous influer. Les derniers chiffres de l'emploi plus le PCE nous ont pas donné forcément plus d'informations, pardon. Comment dire, je me suis marché dessus avec le mot information et le mot inflation. Alors pour plus d'informations pour l'instant, on sent qu'ils sont entre les deux, mais c'est vrai que pour l'instant, les experts, on le voit sur les futurs Fed Funds, s'attendent à une hausse de 0,25 lors du prochain meeting de la Fed, et ce à plus de 90%. En Suisse, on a eu les chiffres de l'inflation qui continuent de ralentir. On est à 1,7% d'inflation, donc forcément, on n'a pas de quoi se plaindre. On verra ce que va nous sortir la prochaine fois M. Jordan par rapport à la hausse des taux. Il avait laissé entendre qu'il pourrait encore monter les taux, mais là, on est vraiment en dessous de l'inflation classique, donc ça va bien de ce côté-là. Le moral des directeurs d'achat est resté un peu en dessous de ce qu'on appellera la croissance, donc pour l'instant, c'est un petit peu décevant. On sent que l'économie suisse tient le coup, que l'inflation, ça va, mais c'est pas non plus l'euphorie pour l'instant. Et puis alors, par contre, au niveau du travail, ça va très très bien, puisqu'on est à un taux de chômage de 1,9%, et ça faisait depuis 2001 qu'on n'avait plus vu un taux de chômage aussi bas en Suisse. Donc de ce côté-là, ça a l'air de se passer plutôt pas mal. Si on regarde les performances de la semaine, eh bien le pétrole qui se maintient, qui va même plutôt pas mal, qui fait 4,35% de hausse sur la semaine, et tout le reste, c'était franchement la loose. L'or qui fait plus 0,06% et tout le reste, comme vous voyez, dans le rouge, avec le pompon pour le CAC 40 qui perd 3,89% sur la semaine, 2,41% de baisse sur le Nikkei qui est censé ne faire plus que monter si l'on en croit les experts. Le Nasdaq qui ne perd que 0,92%. On voit qu'à la première occasion, quand on parle d'achat sur faiblesse, eh bien, ne cherchez pas plus loin. C'est sur le Nasdaq et sur la tech que ça se passe, puisque les gens reviennent systématiquement se positionner là-dessus. Petit détour par le Bitcoin aussi qui perd 1,33% cette semaine. Le Bitcoin qui a tenté brièvement de passer en dessus des 31 000 et qui finalement a passé brièvement en dessous des 30 000. Bref, pour l'instant, on n'arrive pas à avoir vraiment une tendance qui se dessine sur le Bitcoin. Beaucoup de personnes qui pensent que c'est l'alternative à l'or, on en reparle beaucoup, mais enfin pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Le semi-conductor index qui perd 2,6%, on fera le point technique tout à l'heure. Bonne ambiance sur les performances de la semaine en Suisse, hein. Vous le voyez sur l'hebdomadaire, tout est dans le rouge, il n'y en a pas une et qui termine en hausse cette semaine. Alors rien de spécial, alors ce qui est assez marrant, enfin si on peut se permettre d'exprimer ça comme ça, ce qui est assez marrant sur la Suisse, c'est que ces derniers temps, on n'a absolument pas profité de la hausse des marchés par rapport à ce qu'on a pu voir en Allemagne, ce qu'on a pu voir en France, ou alors sur la tech américaine. Nous, la Suisse, le marché défensif par excellence n'a pas foutu grand-chose. Donc on est censé moins souffrir quand ça va mal. Et là, on a une mauvaise semaine en Europe et aux États-Unis. Et qui c'est qui s'en prend plein la tête? C'est encore la Suisse. On a l'impression qu'on a quand même pris les profits qui n'existaient pas sur le marché suisse. Donc grosse semaine, on va dire, déprimante sur le marché suisse qui termine en bas du range. On va le voir tout à l'heure sur le graphique du SMI. Encore une fois, on est assez mal barré sur la Suisse. On voit que tout le monde en a pris pour son grade, malgré les relativement bons commentaires qu'on a pu avoir à droite à gauche. C'est vraiment cette espèce de série de marchés déprimants où tout d'un coup vous avez jeudi dernier, quand vous avez l'ensemble des marchés qui se prend 3% dans la figure sans trop comprendre pourquoi, puisque finalement on se basait sur les chiffres de l'emploi ADP aux États-Unis pour massacrer l'Europe, et la Suisse qui n'a absolument pas profité
de la relativement bonne tenue de l'économie américaine et de la tech américaine ces 6-9 derniers mois, s'en a pris pour son grade. Donc grosse mauvaise semaine pour la Suisse. On le verra après dans les titres individuels, il n'y a pas eu non plus des grosses révolutions, mais néanmoins personne n'en veut pour l'instant, donc ambiance pourrie, ambiance tronquée à cause du 4 juillet et performance médiocre pour l'ensemble des composants du SMI. Le SMI que voilà du niveau graphique, du point de vue graphique, vous le voyez, alors là, il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes études d'analyse technique pour se rendre compte qu'on est en train de revenir sur la tendance haussière et qu'on avait dessinée depuis le mois d'octobre et que là on teste vraiment ce range, gros range avec un top du range aujourd'hui qui se situe à 11 780 et un bas du range qui se situe à 10 700. Donc clairement, pour ceux qui ont envie de jouer juste l'indice suisse, il va falloir jouer cette zone qu'on a tapée déjà 2 fois. Alors la question c'est est-ce qu'on va aller faire des extrêmes pour chercher les 10 700 ou il faut commencer à racheter maintenant? Mais logiquement, on pourrait dire que si on respecte un petit peu l'analyse technique, eh bien on pourrait supposer qu'on va venir se reposer dans cette zone des 10 700 avant de repartir de nouveau à la hausse sur le SMI. Et encore une fois, comme je vous le disais avant, la performance est tellement médiocre par rapport au reste des indices dans le monde qu'on est vraiment en retard. Et le jour où on va profiter de ce rattrapage, pour autant que on respecte cette politique que l'on disait tout à l'heure qui devrait être une deuxième partie d'année un peu plus positive encore que ce qu'on a vécu en première partie d'année. C'est en tout cas ce que les statistiques et ce que l'historique nous disent. Eh bien, le SMI a vraiment de quoi faire pour rebondir derrière. On l'espère en tous les cas. Au niveau du DAX, alors on le voit très bien là aussi. On a nos deux gros ranges ici que l'on voit ici. Grosse résistance dans la zone des 16 250 sur le DAX. On a vu il y a une semaine et demie qu'on a tapé une fois cette résistance pour déclencher un mouvement baissier. On a tenté de revenir, on a échoué de nouveau et là on s'est repris la claque en fin de semaine. C'est assez spectaculaire comme mouvement et ça montre vraiment qu'il y a des gros vendeurs sur les 16 250 et que ça va pas être facile de passer. Alors logiquement, on pourrait supposer que le DAX pourrait nous faire encore une petite correction dans la zone, allez, je sais pas, des 15 000 dans cette zone-là, aller chercher peut-être la moyenne mobile des 200 jours. C'est pas non plus que c'est hyper négatif, mais c'est vraiment une zone compliquée pour le DAX. On l'a vu 2 fois de suite, 2 échecs de suite assez spectaculaires. Même tronche pour le CAC 40. Alors le CAC 40, lui, qui a commencé une année spectaculaire en ne voulant plus jamais baisser, eh bien aujourd'hui, on est en train de construire gentiment une tendance baissière sur le CAC 40. Alors, il faut savoir raison garder, mais en tous les cas, on voit que pour le moment, eh bien, notre tendance haussière dans laquelle on était bien installé au début d'année, eh bien, elle a gentiment cassé, et que maintenant, on est en train de passer sur une direction un peu différente. La problématique de la France, c'est qu'elle a aussi beaucoup monté à cause de titres comme LVMH et Hermès, par exemple, et qu'aujourd'hui, on se rend compte que la Chine est en train de ralentir et que ça pourrait également poser des problèmes à tout ce qui était comme point positif pour la France en début d'année 2023. Le S&P 500, alors là c'est encore un peu plus compliqué à analyser puisque le S&P 500 lui est toujours alors vraiment très bien établi dans cette tendance haussière. Là il n'y a rien à dire. Alors la seule chose qu'il faudra noter c'est que pour l'instant eh bien on est en train de buter sur un sommet à 4450 ici sur le S&P 500. On le voit vaguement sur le chart. Il faudrait zoomer beaucoup plus pour en voir un peu plus. Mais si on voit ici qu'on bute vraiment sur cette zone-là pour le moment, et c'est ce qui va être notre juge de paix ces prochains jours et ces prochaines heures, bien évidemment, avec la possibilité de voir la tech se réveiller à nouveau ou pas. Alors pour l'instant, on est un peu coincé là-dessus, mais la tendance de fond que l'on voit très bien dans ce canal ici, eh bien, continue de se dessiner dans la bonne direction. Pour l'instant, pas grand chose à craindre sur le S&P 500. Et puis après, si on veut chercher la thématique de la tendance, on voit qu'à l'intérieur de la grande tendance, on a de nouveau une tendance haussière qui se dessine et qui va devoir se justifier si on veut la voir continuer par une cassure en direction de cette résistance au niveau des 4550 pour l'instant. Enfin voilà, pour l'instant, on est au milieu de nulle part, ce qui est assez bien reflété par rapport aux derniers chiffres et aux dernières publications qu'on a eues ces derniers jours, puisque entre chiffres de l'emploi trop bons ou pas assez bons et interrogation sur l'inflation, on ne sait pas trop où on va pour le moment. Le Nasdaq, alors on le dit, Nasdaq, oui, correction, les marchés, tension, voilà, attention, achat sur faiblesse, le Nasdaq il baisse pas, voilà, il n'y a pas de question à se poser. Là, on a une tendance haussière qui est relativement bien établie
sur le Nasdaq pour l'instant. C'est même plutôt calme en termes de volatilité. On a l'impression que c'est devenu un truc hyper évident. Il faut juste acheter la tech et pas trop se poser de questions. Et comme d'habitude, les autres big names vont relativement bien. Les 7 mercenaires, les Magnificent Seven qui continuent à aller relativement bien et ne baissent pas, font que pour l'instant le Nasdaq se comporte très très bien. Et tant qu'on n'aura pas une cassure au niveau des big names, des GAFAM comme on les appelait à l'époque, eh bien, on n'aura pas forcément de changement de direction sur le Nasdaq ou sur le S&P 500. Là où on voit, où on se pose beaucoup de questions, c'est le SOX, le Semiconductor Index. Alors, vous vous souvenez, on avait cette résistance ici qui passait par le niveau des 3600 sur le SOX. On a vu qu'on l'avait buté ici et que depuis quelques semaines, depuis maintenant pratiquement le 25 mai, eh bien, on hésite autour de cette résistance. Et je pense que la suite des événements et aussi la direction des marchés se prendra en fonction de où est-ce qu'on sortira de cette espèce de diamant qu'on est en train de dessiner. J'ai envie de dire que la logique dans laquelle nous sommes voudrait nous laisser sortir par là. Et à ce moment-là, ça devrait donner le ton pour la suite des événements sur les indices américains et pour aller chercher encore plus haut. Mais ça, bien évidemment, ça viendra avec les chiffres du trimestre qui vont nous tomber dessus et ces prochains jours, comme je vous le disais précédemment. Du côté des actions de la semaine, on a beaucoup parlé, il faut se raccrocher à ce qu'on peut, parce que comme c'était tellement calme lundi et mardi, on a quand même pas mal parlé de Swatch et de Richemont. Pas mal d'upgrades, pas mal de corrections de target de la part de Barclays, de la part de Goldman Sachs. Alors c'est assez intéressant de les voir ajuster leur price target. Grosso modo, il y a eu pas mal sur toute thématique autour de Swatch où on estime qu'on est en retard par rapport à Richemont dans le mouvement du luxe. Alors on est un peu biaisé parce que si on fait la comparaison de la performance de Richemont et de la performance de Swatch, eh bien effectivement Swatch est un peu en retard. Mais en même temps, venir dire « ouais, il faut racheter le luxe maintenant avec toute la Chine qui est en train de ralentir de l'autre côté », eh bien, ça ne motive pas non plus les investisseurs. Donc, c'était un peu une semaine tronquée et difficile à interpréter, mais c'était deux noms qui revenaient beaucoup, Swatch et Richemont. Vous voyez l'action Swatch que j'avais déjà passablement gribouillé récemment. Eh bien, on n'a pas fait grand-chose malgré les upgrades, les downgrades, les avis de tout un chacun. Mais on est en train de consolider dans cette zone avec un extrême bas à 255. On voit qu'on traite par là autour. Alors le point négatif purement technique, c'est ces croisements de moyenne mobile qui auraient plutôt tendance à vouloir dire que Swatch doit aller dans cette direction. La tendance est en train de changer, peut-être liée à la Chine, mais néanmoins en termes de fondamentaux, on estime qu'on est vraiment un tout petit peu en retard par rapport à Richemont. Qu'on voit très bien. Alors là, il n'y a même pas besoin de superposer les charts. Mais chez Richemont, ce qu'il faudra noter aussi, c'est que si on est en retard de Swatch par rapport à Richemont, eh bien, les plus négatifs pourront se dire que là, on est en train de faire un top. Et puis que comme la Chine est en train de ralentir et ne veut pas vraiment redémarrer, peut-être que c'est simplement Richemont qui doit revenir au niveau de Swatch et pas l'inverse. Je dis ça, je dis rien. AMS Osram qui s'est fait démonter cette semaine, encore une fois, le géant européen des semi-conducteurs souffre beaucoup de la thématique Chine, États-Unis et de ce qu'ils sont en train de se mettre sur la tronche au niveau des semi-conducteurs ces derniers temps. On se souvient qu'ils ont interdit les Américains ont interdit l'exportation des chips liés à l'intelligence artificielle à la direction de la Chine. Les Chinois ont contrôlé, ont réduit l'exportation des métaux importants pour la fabrication de semi-conducteurs à direction des États-Unis. Et tout ça fait que ça pose quelques problèmes pour des boîtes comme AMS Osram. À noter aussi qu'il y a des rumeurs, et là je dis bien des rumeurs avec un grand R, comme quoi il y a pas mal, Apple pourrait réduire et décaler en fait ses commandes sur les produits AMS qui forcément n'aiderait pas beaucoup le titre. Alors je vous montre le graphique pour vous le montrer. J'avais fait aussi là plein de carrés, mais on va enlever les carrés qui nous gênent ici. Mais si on regarde tout simplement la performance de ces derniers jours, de cette semaine-là, on voit donc, si on revient sur le passé, qu'on a cassé ce triangle à la baisse, j'ai envie de dire as expected, et puis, mais ce sera un peu présomptueux de ma part. Par contre, si on regarde ensuite ce qui s'est passé cette semaine, vous voyez que c'est la dépression totale. Donc ces mauvaises nouvelles ont mis la pression encore une fois sur AMS qui revient tester les plus bas qu'on avait ici sur la zone des 5,60, on va dire 5,58 pour être précis. Et pour l'instant, franchement, il n'y a pas de raison de sauter dedans. Quand vous voyez la performance des semi-conducteurs au travers de la planète et que vous voyez la performance d'AMS Osram, j'ai un problème de dyslexie avec ce nom, franchement, il n'y a pas de quoi s'exciter et vouloir revenir avec envie
et précipitation pour l'instant sur AMS. Geberit, beaucoup de commentaires négatifs de la part des HSBC, de la part de la Société Générale. Tout le monde est en train de dire ralentissement de la construction, ralentissement du développement économique, donc forcément il va y avoir des conséquences. Donc Geberit est celle qui s'en prend en plein les dents en ce moment. Donc réduction, il y a HSBC qui est passé de hold à reduce, on a SocGen qui est passé sur sell carrément. Donc voilà, la thématique du moment c'est réduction de la construction, moins de budget, moins de construction, donc forcément moins de WC et de salles de bain à l'intérieur des maisons qui ne se construiront pas. Alors le graphique ne nous montre pas grand-chose. Je pense, comme j'avais déjà mentionné à l'époque, bon, c'est une vieille trade, mais avec un stop loss en dessous, c'est vraiment le support à observer, hein, cette zone-là, la zone des 400 balles qu'on ne doit pas lâcher sur Geberit. Donc si vous voulez tenter le coup pour jouer le rebond quand on reviendra sur les 400, mettez-vous un stop loss au niveau des 380. Moi, ce que j'aurais tendance à vouloir jouer sur Geberit, si on est optimiste sur l'avenir, bien sûr, si effectivement vous pensez que la guerre en Ukraine va durer encore 300 ans et que plus jamais personne ne va construire un immeuble en Suisse, eh bien forcément, il ne faut pas trop jouer là-dedans. En revanche, si on revient sur les 400 balles dans cette zone-là, j'aurais tendance à vouloir vendre des puts sur Geberit. Alors, les ventes de puts, c'est toujours un truc super intéressant, mais je mets en garde, si vous ne comprenez pas ce que vous faites, ne le faites pas. Néanmoins, si vous vendez des puts strike 40 à échéance 6-7 mois, si vous arrivez à toucher du titre bien plus bas, ça peut être intéressant. Mais néanmoins, si on vient à casser ce support-là, il ne faudra pas non plus insister trop longtemps. Ça peut vouloir dire que la tendance négative de Geberit pourrait durer encore un bon moment. Et puis on termine cette semaine avec UBS. UBS qui a signé un partenariat avec une fintech qui s'appelle Numarix. Ils ont également pris une participation dans la boîte via une de leurs filiales de capital risque qui s'appelle UBS Next. Donc du coup, c'est plutôt encourageant. Il y a eu des upgrades de la part de Deutsche Bank durant la semaine, pensant que là, le rachat du Crédit Suisse, l'absorption du Crédit Suisse va être à un certain point rapidement relutif parce que c'est quand même très bon marché. On est tous au courant de cette histoire-là. Et puis, à côté de ça, eh bien, il faudra quand même noter au passage que ceux qui sont en train de monter un groupe d'actionnaires pour attaquer ce takeover, cette fusion, peu importe comment on veut l'appeler, eh bien on réunit le nombre d'actionnaires suffisant, le nombre de fonds nécessaires pour commencer à attaquer cette fusion en justice. Alors évidemment, à mon avis, ça ne débouchera sur rien du tout, si ce n'est engraisser les avocats probablement. Mais par rapport à ça, eh bien c'était plutôt, on va dire, quelque chose qu'il faut retenir sur le fait qu'il y en a certains qui ne veulent pas renoncer à cette bagarre contre l'UBS et contre ce takeover, même si c'est quelque part, à mon sens, voué un tout petit peu à l'échec. Et puis, on terminera aussi avec Swiss Re, où il y a eu pas mal de upgrade, downgrade dans tous les sens. Et de nouveau, Swiss Re, on parle beaucoup de Swiss Re pour ces prochains temps, en parlant du fait que le réchauffement climatique, ça va créer plus de catastrophes. Comme il y aura plus de catastrophes, ça va leur coûter plus cher. Mais comme ça va leur coûter plus cher, eh bien, ils vont monter les primes, donc ils vont gagner plus d'argent. Résultat, on s'attend à une performance plutôt stable sur Swiss Re. Et cette semaine, je vous en parle parce que c'est vrai que quand vous regardez les avis de tout un chacun au niveau des brokers, il y a eu entre autres Goldman Sachs et Barclays qu'on a beaucoup parlé cette semaine. En gros, les gars, ils vous disent tout et n'importe quoi dans la même recommandation en vous disant que ça pourrait monter, mais en même temps, il y a des risques, donc ça pourrait baisser. Mais si ça baisse pas, ça va monter, voire ça restera stable. Mais en tous les cas, il se pourrait qu'à la fin de l'année, on soit au même endroit que là où on est. Ce qui finalement, quand vous voyez le dividende qui est offert par Swiss Re, est relativement sécurisant comme recommandation. Enfin bref, pour moi, ça reste un fonds de portefeuille. À chaque fois qu'on dit que, attention, les assurances vont souffrir des primes, des catastrophes naturelles, à chaque fois, ils augmentent les primes, puis finalement, ils s'en sortent pas trop mal. Et quand on regarde l'historique des assurances sur ces 30 dernières années et toutes les catastrophes qu'on a eues à droite à gauche, on n'a pas l'impression qu'ils ont tant souffert que ça. Voilà ce que l'on pouvait retenir sur cette semaine en Suisse et dans le monde à notre connaissance. Moi, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, à liker cette vidéo et à me retrouver lundi matin, première heure, pour un nouveau Morning Bull Live. D'ici là, passez un excellent week-end et à lundi. Bye bye.